Personne n'est à l'abri d'une maladie mentale et on peut dire que la maladie mentale n'a pas de code postal. Il y a une semaine, la disparition du juge de la Cour suprême, Clément Gascon, a causé vraiment l'émoi partout au pays. Il a heureusement été retrouvé sain et sauf quelques heures plus tard. Et hier, le juge Gascon a causé un autre émoi, celui-là très positif. Il a dévoilé publiquement, par communiqué, qu'il vivait avec des problèmes de santé mentale, un acte de transparence que plusieurs saluent sur les réseaux sociaux depuis les 24 dernières heures. C'est presque une déferlante d'appui pour le juge Gascon. Je vais vous donner quelques extraits de la déclaration du juge, si cette déclaration vous a échappé. Il écrit « Depuis plus d'une vingtaine d'années, je conjugue avec une maladie parfois sournoise, la dépression et les troubles de l'anxiété. C'est une maladie qui se soigne, se traite, se contrôle, certains jours mieux que d'autres. » Et ensuite, sur sa disparition, il dit « Je ne peux ni expliquer ni justifier ce que je comprends être une crise de panique. Et j'exprime mes profonds regrets envers tous ceux et celles qui en ont durement fait les frais. » J'accueille Dr Marie-Ève Cotton. Elle est psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui a aussi publié un livre il y a quelques années. L'année dernière, je pense, Pivot. 2 ans, oui. Il y a 2 ans. Et vous avez souvent parlé de la stigmatisation dans des conférences et dans d'autres circonstances. Dr Cotton, évidemment, ce geste-là du juge Gascon est un geste courageux, un geste qui doit exiger beaucoup de lui. Absolument, parce que ça reste, même s'il y a eu des avancées dans les dernières années sur l'ouverture que la population démontre envers les troubles de santé mentale, il reste qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation et de tabous à ce sujet-là. Donc, pour une personne qui a un métier en partie public, d'assumer ouvertement, de dire, bon, bien, j'ai ce problème-là, je me traite, j'ai des traitements pour ça. Effectivement, ça demande du courage. Il peut y avoir une certaine pensée magique entourant les gens qui ne connaissent pas la maladie mentale, de dire, bien, ça devrait se soigner, ça devrait se régler comme ça. Le juge Gascon énumère quelque chose qui est assez frappant. Il dit, je conjugue avec cette maladie depuis tellement longtemps. Oui. Qu'est-ce que ça envoie comme message? Mais qu'il se traite aussi. Absolument. Ouais. C'est sûr que dans la maladie mentale, c'est très vaste. Si on parle des troubles d'anxiété et de dépression, comme il a fait mention, il y a des gens qui ont des épisodes uniques de ces troubles-là. Mais pour beaucoup de gens, ce sont des maladies intermittentes, donc qui vont être symptomatiques de façon intermittente dans leur vie par moment. Les symptômes peuvent revenir quand ils vivent des choses difficiles dans leur vie, par exemple. Les symptômes peuvent revenir si effectivement ils ont arrêté leur médication pendant un certain temps, ce qui ne semble pas être son cas. Donc, il y a des facteurs comme ça, mais ce n'est pas rare que les troubles anxieux et dépressifs s'échelonnent comme ça sur des longues années, que pour certaines personnes, c'est le combat d'une vie. Le combat d'une vie. À l'époque, on avait entendu parler, bien sûr, du général Dallaire, qui souffrait d'un syndrome post-traumatique. Puis lui, on avait même parlé même de suicide dans son cas. Il y a des artistes qui s'associent à Belle pour la cause. Lui, il évoquait aussi une crise de panique, oui. Associée aussi à un changement de médication, associée aussi à des décisions professionnelles importantes. Oui. Alors, c'est vrai. Puis il dit que c'est sournois. C'est sournois, cette maladie-là. Absolument. Les attaques de panique peuvent survenir à un moment donné abruptement. Et une attaque de panique, c'est très, très, très invalidant. C'est-à-dire que les gens, souvent, vont avoir des symptômes physiques, qui vont être à bout de souffle, ils vont avoir le cœur qui va palpiter énormément. Ils pensent mourir ou quoi? Ils pensent mourir. Ils viennent souvent à l'urgence disant faire une crise de cœur dans ces moments-là. Donc, c'est sûr que durant cette période-là, quelqu'un peut difficilement fonctionner durant une attaque de panique. Ça se traite, ça se contrôle, donc c'est sûr qu'il va y avoir des ajustements de fait dans son traitement à la lumière de cet événement-là. Mais effectivement, une attaque de panique, ça peut survenir comme ça, spontanément, et c'est extrêmement souffrant. Comment évaluez-vous la description qu'en fait le juge Gascon? Et ça me semble très complet, moi. Ça semble quelqu'un qui est capable de voir et de non seulement la vivre, la sentir, la subir, sa maladie, mais d'être capable de bien la contrôler, ne serait-ce que par les mots qu'il nous donne. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un que je trouve qui est très assumé dans sa déclaration, donc qui porte vraiment cette déclaration-là et ça paraît dans sa façon de parler aussi que ça fait des années qu'il combat ça, qu'il a ce problème-là. Donc, il est habitué probablement à transiger avec son médecin. Ses proches probablement connaissent sa maladie parce que, bon, nos proches, habituellement, on confie ça. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à essayer de contrôler le plus possible ses symptômes. Et effectivement, ça paraît dans son discours. Et quelle est l'origine de la dépression ou des troubles anxieux? Ou des crises de panique? On ne parle pas du juge Gascon, on ne connaît pas son cas, mais en général.
C'est multifactoriel et on ne connaît pas l'ensemble des causes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une petite prédisposition familiale, c'est-à-dire que les gens qui ont des troubles de l'humeur et des troubles anxieux dans leur famille ont un risque augmenté d'en avoir. Il y a une partie héréditaire, mais ça n'explique pas tout. Souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'il peut y avoir des précipitants psychologiques, c'est-à-dire que des fois, les épisodes vont survenir après quelque chose de difficile que les personnes ont vécu. Et c'est aussi, socialement, il y a des observations à faire, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est en hausse, l'anxiété et la dépression, dans les sociétés occidentales. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose dans notre rythme de vie, dans nos valeurs sociétales qui favorisent aussi l'émergence de ces On est très stressé. Puis, on est stressé, il y a des choses stressantes. on est beaucoup axé sur la performance. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent contribuer également. Oui. Et vous, vous en voyez dans tous les milieux, mais dans des milieux où le stress, où les exigences des professions est encore plus grand, ça doit être encore plus omniprésent ou pas? On ne le sait pas. C'est que selon les couches sociales, socio-économiques, les stress vont être différents. Vivre dans la pauvreté, c'est extrêmement stressant d'une certaine façon. Avoir des postes comme monsieur, un juge, c'est un emploi stressant. Il y a des décisions cruciales à prendre. Donc, lui, le stress va être vécu plus de cette façon-là. Son juge en chef a réagi immédiatement hier après-midi. C'est vraiment inédit. Mes collègues et moi sommes extrêmement fiers du juge Gascon, qui a mon plein d'appui, toute ma confiance. Je suis impatiente de le voir siéger à nouveau à nos côtés cette semaine. Oui. Mais c'est pas invalidant sur le plan professionnel lorsque c'est bien soigné, c'est bien traité. Pas nécessairement. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'il a vu son médecin puis ça a été quelque chose d'analysé, mais non, ça ne veut pas dire que ça altère le jugement des gens. Et ça, je trouvais aussi que c'était une réaction que j'ai trouvée assez touchante parce que ça montrait l'appui d'un employeur ou en tout cas, enfin, d'un employeur, si on peut dire, là, par rapport à un professionnel qui a eu ce problème-là, ce que les gens craignent beaucoup de ne pas être supportés par leur employeur. Et l'effet de ça, c'est intéressant parce que c'est extrêmement positif, au fond. Absolument. Ça montre qu'il y a des gens qui peuvent parfois être soutenants par rapport à ça. Et ce que je trouve de très positif aussi, c'est que le juge en question est un homme. Donc, les hommes consultent moins pour la dépression. Ils vont moins chercher de l'aide professionnelle que les femmes significativement. C'est invoqué comme une des raisons qui fait en sorte qu'ils se suicident 3 fois plus que les femmes. Donc, pour briser le tabou qui est peut-être encore plus fort sur les hommes qui sont encore parfois aux prises avec des valeurs masculines traditionnelles où ils ne s'accordent pas le droit d'avoir des problèmes, ils ne s'accordent pas le droit de pouvoir demander de l'aide, bien là, on a un professionnel qui admet publiquement de façon très assumée, j'ai des problèmes de santé mentale, je prends des médicaments, j'ai un traitement, un suivi pour ça. Je trouve que ça aide pour que les gens comprennent que ça peut arriver à n'importe qui, homme ou femme. Ça n'arrive pas seulement parce qu'il parle d'une vingtaine d'années, je crois. Là. Oui. Ça arrive à tout âge? Ça arrive à tout âge, absolument. Il peut y avoir des cas parfois qui commencent à l'adolescence et des fois, il y a des cas qui commencent dans le 3e âge. Est-ce que c'est le cas de dire qu'il faut prendre son mal en patience, c'est-à-dire qu'il faut se soigner, il le dit? Oui. C'est un modèle aussi, c'est exemplaire de dire, bien, ça se soigne, ça se traite, je pense, c'est ça. C'est quand même quelqu'un qui a fait, par exemple, une carrière extraordinaire malgré ce trouble-là parce qu'il l'a combattu, parce qu'il y a eu des traitements. Donc, c'est aussi peut-être porteur d'espoir de dire, c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on peut pas réaliser des grandes choses. Donc, c'est important de lever le stigmate qui pèse sur la maladie mentale. Mais on a une autre... On va changer rapidement de sujet parce qu'on a appris un bilan absolument hallucinant, sinon dramatique aujourd'hui. Les morts reliés à la canicule. Sur les 66 morts reliés à la canicule l'été dernier à Montréal, il y en avait 17 qui souffraient de schizophrénie. Oui. Expliquez-nous rapidement le lien entre la schizophrénie et la canicule ou l'incapacité de prendre soin de soi. Oui, il y en a 3, en fait. Il y a les symptômes de la schizophrénie qui peuvent empêcher les gens de prendre soin d'eux durant la canicule. Donc, ils peuvent, comme ils ont des difficultés d'organisation, par exemple, ils peuvent moins souvent penser à boire de l'eau, prendre une douche. Il y a aussi des facteurs environnementaux parce que c'est en général, la schizophrénie, c'est une maladie sévère qui, pour la majorité des gens, empêche de travailler. Donc, c'est des gens qui se retrouvent dans des couches socio-économiques plutôt basses. Donc, ils ont tendance à habiter dans des logements non climatisés, très peu aérés, dans des parties du centre-ville qui sont les plus chaudes aussi parce qu'il y a moins de verdure. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Et puis, ils n'ont pas toujours les moyens de prendre le transport pour aller au centre d'achat, par exemple, où il y a de la climatisation. Il y a aussi la schizophrénie. Chez les schizophrènes, on remarque que les mécanismes physiologiques
pour contrôler la chaleur du corps sont aussi déficients. Donc ça joue également. Il y a des gens qui, à cause de leurs symptômes aussi, n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils sont paranoïdes ou ils ont peur de quelque chose à l'extérieur, donc ils vont rester enfermés à l'intérieur, sans climatisation, sans aération. Donc c'est une population vulnérable, très vulnérable en regard de la canicule. Il y a aussi les antipsychotiques qu'ils prennent, qui peuvent aussi interférer avec la capacité du corps de gérer la chaleur et d'évacuer la chaleur. Donc, leurs traitements aussi peuvent contribuer. Ouais. Donc, il y a plusieurs dimensions. Donc, c'est vraiment un groupe à risque qu'il faut encadrer et protéger durant la canicule. Faire une vigie, en fait, sur une surveillance. Absolument. Marie-Ève Cotton, tout était absolument passionnant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.